Dans le sud de la France, Randy White a examiné minutieusement ces perles anciennes. En les observant au microscope, il est en mesure de dire comment elles étaient fabriquées et de reproduire des techniques préhistoriques. Si je vous donnais un morceau de stéatite ou d'ivoire de mammouth, et si je vous demandais d'y percer un trou, je sais exactement comment vous vous y prendriez. Vous y perceriez un trou, vous tourneriez le matériau pour y faire un trou. Mais vous savez quoi? Cela fait partie de notre culture. Nous avons appris à procéder de la sorte. Ces premiers êtres humains modernes employaient une technique entièrement différente pour faire un trou. Ils procédaient comme je le fais ici. Ils creusaient un trou dans le matériau au début du processus de fabrication, et cela laissait de grosses traces. Mais comme dans ce processus, on meule et on polit ensuite, ils ôtaient progressivement toutes ces traces et ne laissaient à la fin qu'une ouverture minuscule. Voilà, j'obtiens un trou. Un trou minuscule que j'ai obtenu en me servant d'une très grosse pointe. C'est une expérience vraiment émouvante de finir cette perle ici, en utilisant les mêmes techniques qu'il y a 35 000 ans, avec exactement le même matériau qu'il y a 35 000 ans, exactement au même endroit, et en parvenant exactement à la même forme. Dans cet abri, on a trouvé plus d'1 millier de perles comme celle-ci. Nous savons qu'il y a 35 000 ans, il y avait près d'ici quelqu'un qui nous ressemblait beaucoup, mentalement et émotionnellement, et qui a fait exactement le même objet que je viens de réaliser. En voyant ces perles, on a souvent pensé que ces gens tâtonnaient. Cependant, nous savons qu'ici, à Castelmerle, ils passaient des milliers d'heures à faire des perles, alors qu'ils auraient pu se consacrer à des activités que nous considérons plus productives. Ces perles sont le produit du Big Bang de l'esprit. Ce sont les témoins de nos débuts en tant qu'êtres créatifs et culturels. Et elles renvoient à une époque où des groupes d'hommes commençaient à avoir une interaction sociale. L'expression dans les matériaux est vraiment une des marques de la Révolution. C'est une chose vraiment nouvelle. Par là, des gens créent des identités sociales qui n'existent pas dans la nature. Cela revient à dire, je suis une femme Cro-Magnon, j'ai eu des enfants, j'ai une histoire particulière, j'ai un statut particulier au sein de mon groupe, et quiconque appartient à ce groupe sera capable de voir cela immédiatement, au fait qu'elle porte certains types de dents d'animaux, certains types de perles, certaines décorations sur ses vêtements. C'est un mode d'expression visuelle, mais cela exprime des relations sociales, et je pense qu'il s'agit d'une chose vraiment nouvelle dans l'évolution humaine. Des hommes qui utilisent la technique au service de l'identité sociale, c'était là un moment capital. La naissance de l'esprit humain s'est produite en Afrique et a laissé son empreinte jusqu'en Australie. Mais ces témoignages abondent surtout en Europe. C'est là que ces hommes ont rencontré une autre espèce de minidés presque identique à eux. Mais pas entièrement. Et ces différences subtiles ont influé sur qui devait survivre. Ces anciens Européens sont les hommes de Néandertal. Comparés à nous, c'étaient des colosses. Se retrouver nez à nez avec un homme de Néandertal aurait été une expérience impressionnante. Ils avaient une très forte corpulence, environ 100 kg de muscles et d'eau pour un mâle. Le visage est protubérant dans sa partie médiane, avec des joues quasi absentes, un menton rentrant et un fond fuyant. Et au milieu du visage, il y avait probablement un nez proéminent. Les Néandertaliens et les autres hommes différaient dans leur manière de vivre. Et plus remarquable encore, dans leur rapport à la mort. La photo du site de la Ferracie montre le corps d'un homme de Néandertal allongé sur un côté, dans un puits, et c'est tout. Et pour l'instant, on dispose de très peu de restes de lieux de sépulture des Néandertaliens présentant la moindre construction ou organisation complexe.
Les hommes de Néandertal ne présentent guère de signes de vie symboliques. En réalité, nous ne connaissons pas de peinture, de symboles ou d'images utilisées par les hommes de Néandertal. Au contraire, les hommes modernes semblent avoir traité leur mort avec le plus grand soin. Dans le permafrost de Russie, on a trouvé cet homme enterré avec ses vêtements, sur lesquels des milliers de perles étaient délicatement brodées. Cela signifie-t-il que les hommes modernes considéraient la vie comme plus précieuse? Se pourrait-il que, même si les cerveaux respectifs de l'homme moderne et de l'homme de Néandertal étaient à peu près de la même taille, ils avaient des capacités tout à fait différentes? Pour vérifier ces faits sujets à controverse, des scientifiques comme John Shea de l'Université de New York simulent les activités des deux espèces afin de comprendre en quoi leurs esprits différaient. La pointe de lance de l'homme de Néandertal est grosse et lourde, et son manche l'empêchait d'être lancé très loin. Ce n'était probablement pas une arme de jet, mais plutôt une arme d'estoc, comme la baïonnette. Pour tuer un animal, l'homme de Néandertal devait donc s'approcher très près pour enfoncer cette arme dans une bête dangereuse et mettre ainsi sa vie en danger. Et si jamais il la lançait, sa portée était limitée. 23 mètres avec une lance de type néandertalien. En revanche, l'arme de l'homme moderne, ce morceau de bois de cervidé, est très fine, conique, comme une balle. Elle est attachée à un manche très fin, et cela signifie qu'elle était probablement lancée d'une grande distance. Fabriquer cette pointe de lance demande des heures et des heures de travail. Il faut l'humidifier à point, puis la tailler en la frottant contre un morceau de stéatite, à peu près comme ceci. Il faut énormément de patience pour imposer sa volonté et donner forme à ce morceau de bois de cervidé. Il faut très peu de temps pour donner une forme à une pierre, qui est un matériau facile à travailler. La pointe de lance néandertalienne peut être fabriquée en quelques minutes. C'est très simple si on sait tailler la pierre correctement. Vite fait, mal fait, voilà la technique de Néandertal. En enseignant la technique de la taille de la pierre, j'essaie de recréer l'environnement de l'évolution. C'est probablement ainsi que les hommes modernes transmettaient ce savoir, un individu âgé entouré de jeunes. Chez l'homme de Néandertal, on ne trouve pas trace d'enseignement systématique. On peut dire qu'il ne cessait de réinventer la roue. Avant l'an 50 000, on répète la même chose encore et encore. Et cela signifie qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations transmises, si ce n'est par imitation. Mais après l'an 50 000, l'homme moderne apparaît et il y a du nouveau à chaque génération. On cesse de copier une technique ancienne et on se fonde sur l'expérience, le savoir et la sagesse des anciens. Et cela, pour les hommes modernes, constituait un avantage stratégique vital. La technique peut s'améliorer d'une génération à l'autre. Avec cette nouvelle invention, un lanceur, une arme peut être projetée à une distance plus grande encore, réduisant ainsi les risques pour le chasseur. Néandertal, 24 mètres. 42 mètres, avantage homme moderne. Cette amélioration de la technique nous renseigne de manière intéressante sur la capacité de l'homme à transmettre de l'information sur de grandes distances et sur la durée. Ces peintures permettent de communiquer avec une autre personne sans que celle-ci soit présente. Cela vaut aussi bien pour la distance que pour le temps. Apparemment, les hommes de Néandertal ne faisaient pas de peinture. Les fossiles nous apprennent que les hommes de Néandertal vivaient en petits groupes isolés, le plus souvent coupés les uns des autres. Pour des raisons inconnues, lorsqu'ils ne pouvaient plus survivre à tel endroit, ils se déplaçaient. L'image que nous avons des hommes modernes du Paléolithique supérieur en Europe est très différente.
Pour les hommes modernes, l'art portable servait peut-être de moyen de communication. Et certains de ces objets se sont retrouvés à des centaines de kilomètres de l'endroit où ils ont été créés. Il est évident que ces hommes étaient impliqués dans des réseaux d'échanges éloignés. Ils appartenaient à une entité culturelle très importante. Et il est plus que probable que les hommes de Néandertal, eux, ne possédaient pas cela. L'exemple le plus significatif de cette culture ancienne est dissimulé dans les profondeurs de la Terre. Si l'on ignore encore exactement pourquoi les hommes ont peint dans ces grottes, on sait désormais mieux comment ils peignaient. L'archéologue Michel Lorblanchet a étudié les techniques de l'art pariétal. Il pense que ces peintures étaient réalisées par une technique qu'il appelle le soufflé ou pochoir. Cette peinture soufflée a dû avoir une signification symbolique très importante. Après maintes expériences, il a été en mesure de reproduire la technique de ses premiers artistes. En mélangeant des pigments avec de la salive, il pense qu'il parvenait à obtenir un amalgame qui durait bien après la disparition des créateurs. Ce n'est pas du tout comme peindre sur une toile, c'est très différent. Cette grotte est pleine de formes naturelles. Cette grotte est absolument exceptionnelle, elle est magnifique. Ces boucs et ces chèvres peints sur les parois de ces grottes mystérieuses, que nous apprennent-ils sur le Big Bang de l'esprit? C'est la première manifestation de l'imagination humaine. Les hommes modernes appliquent leur marque sur le paysage, sur le territoire. C'est pour cela qu'ils ont pénétré dans les profondeurs de la Terre. C'est pour eux un moyen de s'exprimer, de dire « Nous possédons cette terre, nous avons une relation personnelle avec l'esprit qui réside à l'intérieur de la Terre. » Dans des recoins de ces grottes, Michel Lorblanchet a découvert des objets en os et une usure systématique sur la roche qui l'ont amené à se demander si ces hommes ne faisaient pas également de la musique. J'ai l'impression de me trouver dans une cathédrale, une grande cathédrale, une cathédrale importante. Ainsi, sur Terre et sous Terre, nos ancêtres amélioraient la technique et l'art. Ils communiquaient de manière complexe. Il semble que ces changements ont eu lieu rapidement. Mais comment cela a-t-il pu se produire? À mon avis, il y a eu un changement du cerveau, un changement génétique qui a favorisé le cerveau humain moderne, qui a permis ce genre d'innovation et d'invention et cette capacité à innover et à inventer qui sont caractéristiques de l'homme moderne. Et si on accepte l'idée d'un changement neurologique il y a 50 000 ans et qu'il est enraciné dans le biologique, ce sera seulement le plus récent d'une longue série de mutations afin de produire l'espèce humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est très probable que les changements dans le cerveau ne se sont pas faits du jour au lendemain. Il n'y a pas eu une mutation magique qui nous a miraculeusement permis de parler, de marcher, d'échanger avec les autres et de comprendre comment fonctionne le monde. L'évolution ne procède pas ainsi. Il est extrêmement improbable qu'une seule mutation fasse tout cela. Il y a certainement eu des tas de mutations sur des périodes de dizaines, voire de centaines de milliers d'années, qui ont affiné et sculpté le cerveau afin de lui donner toutes les capacités extraordinaires qu'il possède aujourd'hui.
L'organisation du comportement repose sur le niveau des neurones de l'individu et de leurs synapses. Nous possédons une centaine de milliards de neurones et probablement 1 million de milliards de synapses. Imaginer toutes les différentes façons dont ils peuvent être reliés est proprement ahurissant. Et une grande partie de notre évolution n'a pas consisté à obtenir plus de cellules nerveuses, mais à les relier de manière précise pour développer l'intelligence.